Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, est notre invité ce matin. Bonjour. Merci d'être avec nous, Laurent Fabius. Deux choses. Je vais revenir évidemment, et vous allez revenir sur cette rencontre entre Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, John Kerry et vous, à Paris aujourd'hui. Mais première question, est-il vrai que vous allez recevoir, que François Hollande va recevoir à Paris vendredi, le nouveau président ukrainien par intérim ? C'est pas encore confirmé. En revanche, ce qui est confirmé, c'est que je recevrai juste après notre émission le ministre des Affaires étrangères ukrainien qui est là, que nous avons des contacts, bien sûr, aussi bien avec le nouveau président qu'avec M. Yatcheniouk, le Premier ministre. La question de savoir s'ils vont venir à Paris... Il paraît qu'ils viennent vendredi, c'est vrai, c'est ce qui se dit à Kiev. Oui, mais il faut que ce soit confirmé. En tout cas, vous souhaitez qu'ils viennent à Paris, premier déplacement. Vous marqueriez le coup avec le président de la République. Déjà aujourd'hui, si je peux dire, parce que aujourd'hui... Mais vendredi, ça peut se faire. Oui, ça peut se faire. Aujourd'hui... Je sais que vous ne voulez pas trop en parler. Je parle des choses quand on en est certain. Je pense que c'est une bonne règle. Mais aujourd'hui, nous avons à Paris à peu près tout le monde, puisqu'il y a une grande conférence sur le Liban. Alors on va parler du Liban pour essayer d'aider le Liban, qui petit à petit sort de sa crise, espérons-le. Mais on profite de ce que tous nos grands collègues sont là, pour évidemment traiter aussi la question ukrainienne. Donc je vais voir le ministre des Affaires étrangères, je vais voir aussi bien sûr M. Kerry, M. Lavrov, enfin tout le monde. Et on va voir dans la journée si on peut, je n'en sais rien, avancer pour trouver une formule de dialogue, parce que c'est ça qui est nécessaire. Alors est-ce que ce matin, une solution diplomatique est en vue ? On y travaille. On y a travaillé déjà hier soir, on va y travailler ce matin. La position de la France, qui est partagée par l'Allemagne et par d'autres, c'est d'une part d'être très ferme vis-à-vis de M. Poutine et de la Russie, et d'autre part d'aller vers le dialogue, parce que la bonne solution, elle est politique, elle n'est pas militaire. Et donc, on essaie... Il n'y a aucune solution militaire, que les choses soient claires. Non, il n'y en a pas. On ne va pas déclarer la guerre aux Russes. Bon. Mais ce qu'ils font n'est pas acceptable. C'est l'invasion d'un pays par un autre. Bon. Et donc, c'est contraire à toutes les lois internationales. Simplement, pour en sortir, il faut qu'il y ait un contact, un dialogue. Et donc, on essaye, notamment avec nos amis allemands, d'établir ce groupe de contacts. On va en parler ce matin, parallèlement, et peut-être va-t-il arriver, mais je n'en sais rien. Est-ce que vous parlez ce matin d'agression russe contre l'Ukraine ? Bien sûr. C'est une agression. Oui, clairement. On peut. Si vous voulez, chaque pays a son intégrité territoriale. Quand un autre pays, sans y avoir été autorisé, rentre et envoie des militaires dans le premier pays, ça s'appelle une intervention militaire. Bon. Est-ce que l'Ukraine et la Russie ont commencé à se parler ? C'est ce qu'on dit. Il y a le nouveau pouvoir en Ukraine entre certains éléments ukrainiens et les Russes, mais là, évidemment, la discussion est très difficile. Pourtant, elle est nécessaire. Elle est absolument nécessaire. Alors, Vladimir Poutine, dans sa conférence de presse hier, a dit « Si l'Est de l'Ukraine, russophone et russophile, bascule dans l'anarchie, l'utilisation des forces armées sera légitime. » Non, ça a été discuté aux Nations Unies, puisqu'il y a une réunion. Non, ce n'est pas exact, je ne vais pas faire du juridisme. Mais imaginez ce que signifie le fait que, à l'intérieur d'un pays, il pourrait y avoir un groupe qui dirait « Ah ben moi je ne veux pas faire partie de ce pays, je vais appeler un autre pays à venir intervenir. » Ça ne peut plus fonctionner. D'autant qu'en l'occurrence, pour avoir vécu tout ça, le nouveau pouvoir en Ukraine, il est légitime, il a été désigné par le Parlement. Moi, j'ai discuté avec M. Yanukovych. J'étais avec mes amis polonais et allemands. Sur cette fameuse nuit du 20 au 21 février. On a trouvé un accord. Et l'accord disait quoi ? L'accord disait quoi ? Arrêt des massacres au sein de l'Ukraine. C'est ce qui s'est fait. Bon. Deuxièmement, nouvelle constitution, c'est ce qui a été voté. Et troisièmement, nouvelle majorité et élection présidentielle. Simplement là-dessus, M. Yanukovych a pris la poudre d'escampette, et puis il y a eu l'intervention russe. Donc il faut revenir au dialogue. Et bien avoir à l'esprit que l'Ukraine, compte tenu de sa constitution, de la façon dont elle est située, elle doit travailler à la fois avec la Russie et avec l'Union européenne. C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux. Julien Drey, dans un billet que vous avez lu sans aucun doute consacré à l'Ukraine, dit ce vendredi 21 février justement était signé cet accord entre le président ukrainien, l'opposition. Vous étiez partie prenante et vous, trois ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Les partis en présence se mettaient d'accord sur une élection présidentielle anticipée, ainsi que sur le principe de formation d'un gouvernement d'union nationale, avec retour à la Constitution de 2004. C'était ça. Cette solution de compromis préservait la paix civile et permettait de donner du temps à une transition
transition à des élections et à une issue pleinement démocratique. Oui, mais tout ce qui a fait basculer, c'est la présence d'un groupe d'extrémistes fascisants. C'est ce qu'écrit Julien Drey. Non, la première partie de la description est parfaitement exacte. Nous étions arrivés à un accord. Bon, simplement là-dessus, Monsieur Yanukovych, le président, a filé. Du même coup, les choses ont été déséquilibrées. Il y a eu le vote, à mon avis assez inopportun, à la Rada, d'une loi qui désofficialisait la langue russe. Donc ça, c'est une erreur, même si elle n'a pas été promulguée, mais enfin, c'est une erreur. Et puis ensuite, il y a eu l'intervention des militaires en Crimée et dans d'autres... Mais lorsque vous êtes parti en Chine, certains vous ont reproché d'ailleurs de partir trop tôt en Chine. Ben, vous avez lu ces critiques, Laurent Fabius, comme moi. Elles sont totalement marginales. Mais quand vous êtes parti en Chine, vous pensiez que l'accord était trouvé, qu'il pouvait être appliqué, que c'était trouvé, et que la solution était en vue. Bien sûr. Non, mais je suis parti. Finissons cette affaire. Le président chinois m'avait très aimablement accordé un rendez-vous. J'ai décalé les choses de 36 heures. Et une fois que l'accord a été bouclé, je suis parti pour la Chine. Voilà, pour travailler pour la France, je le signale. Est-ce que dans cette affaire, on ne peut pas considérer que la Russie a été humiliée parfois? Humiliée? Non, je ne crois pas. Non, je ne veux pas prendre la défense de Vladimir Poutine, mais je vous pose la question parce qu'elle mérite d'être posée. La Russie est un grand pays, le peuple russe est un grand peuple, et on a des relations d'amitié traditionnelles, la France et la Russie. Simplement, c'est toujours un pays ami aujourd'hui? Bien sûr, c'est un pays partenaire, et nous avons beaucoup de relations avec, mais nous ne pouvons pas accepter, nous, membres de la communauté internationale, qu'un pays envahissent un autre. Voilà, c'est, je dirais, aussi simple que cela. Et donc, comme nous ne voulons pas nous arrêter à cela, nous disons, essayons de rétablir les voies du dialogue, mais attention, demain, il y a un Conseil européen spécial, des sanctions peuvent être votées demain s'il n'y a pas une désescalade. Et donc j'attends, j'espère, de la Russie aujourd'hui qu'elle nous dise il y a une voie de dialogue, et c'est ce que nous proposons avec les Allemands, un groupe de contact avec les différents pays concernés. Oui, mais en Russie, on vous répond, oui, mais regardez, les États-Unis ont bien envahi l'Irak. Écoutez, d'abord, nous étions contre l'intervention américaine en Irak, vous vous le rappelez? Ça je me souviens. Donc, ou en Afghanistan. Et en Afghanistan. La situation était différente. Mais ce n'est pas parce qu'un pays a commis une erreur grave qu'il faut que d'autres fassent... C'est une erreur, l'Afghanistan, tiens, au passage? C'est très compliqué. Non, je crois que l'Afghanistan, il fallait réagir à la destruction des tours. Bon, mais après, l'intervention a dévié. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, au début du gouvernement de François Hollande, nous avons retiré nos troupes. Alors, les sanctions. Vous aviez parlé de sanctions, vous aviez fixé un ultimatum à demain jeudi. Où est-ce que vous en êtes? Alors, on a décidé concrètement déjà une sanction qui est qu'il y a suspension de la préparation du G8 de Sochi en Russie tant qu'on ne revient pas à la meilleure situation. Est toujours suspendue. Ça c'est suspendu. Bon, ça c'est décidé. Et ça concerne les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Deuxièmement, nous avons dit il y aura des sanctions demain. Ça concerne les visas, ça concerne les discussions économiques, ça peut concerner aussi les avoirs d'un certain nombre d'oligarques. S'il n'y a pas de désescalade. Et la désescalade doit être acceptée par les Russes. La désescalade, pour La désescalade, ça veut dire en particulier accepter le groupe de contact pour une sortie. Et la France et l'Allemagne... Accepter la création d'un groupe de contact. Pour aller vers une sortie. Pour aller vers une sortie. Je vous donne une information supplémentaire. L'Allemagne et la France qui travaillent ensemble, vraiment la main dans la main, ont mis au point une espèce de proposition de plan de sortie. Et on va voir si il est accepté qu'il soit discuté. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce plan de sortie? Ce plan, ça revient d'ailleurs sur certains éléments de l'accord du 21 février, c'est-à-dire un gouvernement d'union, c'est-à-dire évidemment le fait que les Russes se retireraient, le fait que s'il y a des milices extrémistes, elles seraient dissoutes, et le fait que la Constitution de 2004 s'applique et qu'on aille vers une élection présidentielle. C'est très simple, c'est la reprise de beaucoup des éléments du plan du 21 février. Mais pour aller vers ce dialogue que tout le monde souhaite, en tout cas de notre côté, il faut être plusieurs. Est-il vrai que les Britanniques refusent des sanctions économiques? Non. L'autre jour, à lundi, nous avons une réunion des ministres des Affaires étrangères et nous avons pris des sanctions, je dirais, provisionnelles, enfin uniquement s'il n'y a pas d'escalade, et les Britanniques ont voté. C'est une décision qui a été unanime. Bien. Le Liban?
Alors, le Liban. Alors, élection présidentielle, donc avant la fin mai, je crois. Alors, le Liban, ce sont nos amis, nos frères, nos cousins. Oui. Bon, simplement, ils sont dans une situation très difficile, notamment parce qu'il y a la contagion de l'affaire syrienne. Oui. Bon. Songez que j'ai vu hier le ministre des Affaires étrangères du Liban. Il y a 1 million de réfugiés au Liban, donc un quart de la population. C'est comme si, en France, vous aviez plus de 20 millions de réfugiés. Imaginez ce que c'est. Bon. Donc, notre réunion d'aujourd'hui, elle a 3 objets. Premièrement, traiter la question des réfugiés avec l'ensemble des pays concernés. Deuxièmement, apporter un appui économique, en liaison avec l'ONU, etc., la Banque mondiale. Et troisièmement, ce qui est important, conforter l'armée libanaise, qui est un petit peu le ciment du pays. Et nous allons en discuter, et nous allons arriver à un accord, et le président du Liban sera là. Après, il y a un gouvernement, maintenant, qui doit se mettre d'accord sur une certaine mission, mais le gouvernement est constitué, bravo, et il faut aller vers une élection présidentielle, puisque normalement, elle doit avoir lieu avant la fin du mois de mai. Laurent Fabius, l'Algérie, avec la déclaration de candidature d'Abdelaziz Bouteflika, qui déjà fait réagir en Algérie, notamment les réseaux sociaux. Cette élection est un leurre, cette élection présidentielle prochaine, qui aura lieu le 17 avril, je crois, est un leurre. Des appels à manifester sont lancés pour faire tomber ce régime. Oui, cette candidature, vous n'allez pas en dire un mot, j'imagine. Écoutez, vous avez fait la question et la réponse. Oui, alors l'Algérie se dirige librement. Le président Bouteflika, que nous connaissons soigné très combien bien. De temps 80 jours en France. Hein. S'il a souhaité être candidat, il sera candidat. Et puis voilà, nous n'avons pas d'autres commentaires à faire. Le seul commentaire que je me permettrai de faire, c'est que nos relations avec l'Algérie sont excellentes. Est-ce que l'Algérie va rembourser sa dette, d'ailleurs? La dette... Quelle dette? À nos hôpitaux publics. Ah oui, il y a des éléments dont on discute. Bon, et on souhaite que, évidemment, les contentieux possibles soient résorbés. Mais sur les questions fondamentales, c'est-à-dire les échanges économiques, la question de la sécurité, sur le problème de la Libye, le problème du Mali, vraiment nos relations, et sur le plan politique en général, nos relations sont excellentes. Gouvernement resserré en France, c'est indispensable. Bon, je serais, comme on dit, comme une carpe. Non, vous ne serez pas une carpe. Vous avez noté que cela dépend du président de la République. Bon, voilà. Ça je l'avais noté. Vous êtes un bon observateur. Non, mais ça c'est certain. Gouvernement resserré, c'est ce que dit le Premier ministre. Là, vous êtes d'accord avec lui, c'est nécessaire? Oui, je pense que c'est souhaitable. Mais 16 à 18 ministres. C'est ce que ont beaucoup de nos voisins. Bon, alors voilà, je pense que s'il y a et quand il y aura un nouveau gouvernement, vous avez l'expérience. Oui, je pense que il faut travailler avec de grandes fonctions. Bon, alors évidemment, ça demande pour autant que les problèmes précis soient suivis. Mais je pense que surtout dans les périodes difficiles comme aujourd'hui, notamment à Bercy. Oui, moi j'ai dirigé Bercy il y a longtemps. C'est un ministère difficile, hein. Et si on ajoute à la difficulté du travail la difficulté d'organisation, ça fait beaucoup. Donc moi je suis plutôt, je le dis dès le début d'ailleurs, pour une fonction économique d'ensemble. Et s'il y a un jour un remaniement, je pense que si on regarde la structure, ce serait mieux d'avoir une fonction globale. Il est souhaitable, compte tenu du climat politique actuel, entre les municipales et les européennes, ce remaniement? Je ne me prononce pas là-dessus. Non, vous pourriez être Premier ministre. J'ai vu que vous étiez populaire, j'ai vu que vous étiez le Premier ministre. Ça a l'air de vous surprendre. Mais non, moi je n'ai pas apporté de jugement, c'est votre problème, c'est pas le mien. C'est pas un énorme problème, là. Celui-là, on peut... Alors vous êtes satisfait de cette popularité, j'imagine? Oui, mais j'en connais la fragilité. Pour être passé par tous les éléments du cycle, au pinacle, tout en bas, en haut, au milieu... Mais il y a une revanche peut-être, un sentiment de revanche chez vous, non? Est-ce que j'ai l'air? Non, je vous dis ça parce que je sais que vous avez beaucoup souffert de l'affaire du sang contaminé, Laurent Fabius, et donc ce serait aussi l'occasion de revenir au premier plan et d'être... Écoutez, là, je suis désolé d'être au second plan. Mais vous êtes au premier plan, mais Premier ministre, vous vous rendez compte? Écoutez, vous conduiriez la politique de la France, Laurent Fabius. Je conduis la politique extérieure de la France. Voilà. Je reconnais que c'est une tâche que certains peuvent trouver mineure. Moi, je la trouve passionnante et je ne demande rien d'autre. Donc, ça ne vous intéresse pas? Non. Alors le poste de Premier ministre ne vous intéresse pas, c'est clair. C'est clair, net et précis, vous refuserez si on vous le propose. Je suis très bien au Quai d'Orsay. Vous le refuserez si on vous le propose. Je vous ai répondu. Je suis très bien là où je suis, je ne demande absolument rien d'autre. Et je pense que dans les circonstances actuelles, où il y a quand même des crises un peu partout dans le monde,
avoir une France qui, sous l'autorité du président et du Premier ministre, a une politique reconnue, forte, c'est un atout. Voilà. Alors quelques mots de politique intérieure et notamment économique sur le pacte de responsabilité et notamment ces fameuses contreparties dont on parle. Est-ce qu'il faut exiger des contreparties ou pas? Il va y avoir. Alors prenons les choses de manière simple et carrée. Bon, nous avons un problème majeur d'emploi. D'où vient ce problème d'emploi? Il vient du fait, différentes causes, mais que nos entreprises ne sont pas assez compétitives. Bon, et que la France n'est pas assez attractive. Pour les rendre compétitives, il y a plusieurs choses à faire, et notamment baisser les charges. Bon, c'est clair, c'est net. Si on veut baisser les charges, il faut en même temps que les entreprises disent on va investir. Moi, je pense que l'accent principal, c'est sur l'investissement. Mais si on veut baisser les charges, il faut en même temps que de l'autre côté, il y ait des économies budgétaires. Donc voilà, c'est une espèce de triangle. 20 milliards le CICE, plus 10 milliards. Donc il faut... Et ces 10 milliards ne sont pas financés pour l'instant. Il faut documenter, comme on dit, précisément ces économies. Où est-ce qu'on peut économiser? Dans tous les domaines. L'État et ses opérateurs, point 1. 2, les collectivités locales. 3, la fonction sociale. Voilà. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'à chaque fois, il y a des conséquences. Mais si on veut relancer l'emploi, il faut être plus compétitif. Si on veut être compétitif, il faut baisser les charges. Si on veut baisser les charges, il faut que les entreprises aussi investissent. Il n'y a pas d'autre politique possible. Mais je n'en vois pas. Vous savez, moi, par définition, je fais le tour du monde. J'en fais un tour du monde tous les mois. Bon, je vois les politiques des uns et des autres. Ça ne veut pas dire qu'on élimine les sensibilités de gauche ou de droite. Certains sont plus pour la justice sociale, d'autres moins. Mais ces éléments concrets, ils sont incontestables. Tout le monde veut qu'on aille vers plus d'emplois. Donc il faut de l'investissement, donc de la compétitivité, donc de la baisse des charges, donc des économies. Donc on n'a pas exigé de contrepartie au patronat, au chef d'entreprise. Non, mais moi je vous pose la question, est-ce que... Il est normal que chacun fasse, apporte son dû. Donc, du côté de l'État, il faut... Mais des engagements branche par branche suffisent. Il faut, c'est la discussion des partenaires sociaux. C'est l'État qui va décider, le Parlement. Oui, c'est le Parlement. Le Parlement, Je pense que en matière d'investissement, en matière de formation professionnelle, etc., il y a par branche des perspectives. Je sais pas quel mot. Je vais pas discuter sur le mot. Puis c'est pas en plus mon domaine qu'il faut prendre. Mais pas d'objectifs chiffrés. Il peut y avoir des objectifs chiffrés. Alors, moi, je vois l'exemple dans les régions. Dans les régions, il y a pas mal d'accords entre, d'un côté, le patronat, les syndicats et les présidents de région. Et ça marche en général. Donc, prenons un système voisin. Un mot sur les municipales, quelques mots sur les municipales. J'imagine le cas précis où, au second tour, on retrouve une triangulaire entre l'UMP, le PS et le Front National. Est-ce que le candidat PS qui sera en troisième position devrait se désister? Je ne sais pas quelle est la position qu'a prise le Parti Socialiste, mais je crois que s'il y a un risque, c'est ça la question, que le Front National puisse être élu, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une unité. Donc désistement du PS pour un candidat UMP éventuellement. Mais je crois que c'est ce qu'il fait en général. C'est ce que vous souhaiteriez. Oui, mais je pense que ça devrait se produire, d'après ce qu'on m'a dit, dans très peu de cas. Bien. Et sur les enregistrements de M. Buisson pendant qu'il était à l'Élysée, lorsque vous avez appris cela, quelle a été votre réaction? Ma réaction a été de dire, je vais chez M. Bourdin le lendemain, il va me poser la question, et je répondrai, nous sommes, je l'espère, enregistrés, et ça pose beaucoup moins de problèmes. et nous le disons d'ailleurs, que nous sommes enregistrés. Merci Laurent Fabius, il est 8h55, vous êtes sur RMC et BFM TV. Merci.